bienvenue sur ma chaîne, où je propose des histoires apaisantes et captivantes. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo, ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire. Les racines de la souffrance. Le village de Caldrin se dressait au pied de montagnes imposantes. Leur silhouette sombre se découpait contre un ciel toujours voilé. Une rivière maigre serpentait au milieu des champs desséchés, où les paysans, courbés par le labeur, s'acharnaient à arracher à la terre le peu qu'elle voulait bien donner. Caldrin était un endroit oublié, où les rêves se fanaient aussi vite que les fleurs sauvages au soleil brûlant. C'est ici, dans une modeste chaumière dont les murs de pierre craquelaient sous le poids des années, qu'Elias Derviche vivait seul. À 25 ans, il portait sur ses épaules la double peine d'une vie de pauvreté et d'un héritage tragique. La dette que son père, mort brutalement, avait laissée derrière lui. Orphelin depuis l'âge de 15 ans, Elias n'avait que ses mains rugueuses et son esprit têtu pour affronter un monde qui ne cessait de le malmener. Chaque matin, il se levait bien avant l'aube pour travailler dans les champs de blé du village voisin. Ses paumes, marquées par des années de dur labeur, avaient la texture du cuir. Mais malgré ses efforts, l'argent qu'il gagnait à la fin du mois disparaissait aussi vite qu'il arrivait, englouti par une dette qui semblait sans fin. Le manque, Bastien Cran, était l'homme le plus redouté de Caldrin. Haut et sec comme un arbre mort, ses yeux perçants semblaient capables de dénuder l'âme de quiconque croisait son regard. Il était connu pour son absence totale de pitié. À la moindre faiblesse, il s'emparait des biens de ses débiteurs, ne laissant derrière lui que des ruines et des regrets. Un jour, alors que le crépuscule enveloppait le village d'une lumière froide, Bastien se présenta chez Elias. Vêtu d'un long manteau noir, il semblait plus sinistre que jamais. « Elias, je ne peux plus attendre », déclare-t-il en tapotant le bord de sa canne contre le sol de terre battue. « Ta dette aurait dû être réglée il y a des années. Je te laisse 2 semaines. Si tu ne paies pas, je prends cette maison, et avec elle, le dernier souvenir de tes parents. » Elias sentit une boule se former dans sa gorge. La maison était tout ce qui lui restait. C'était là que sa mère avait cultivé un petit jardin avant que la maladie ne l'emporte. Et là que son père l'avait initié aux histoires des ancêtres. C'était plus qu'une demeure. C'était son ancrage. « Je trouverai l'argent, » dit Elias d'une voix rauque, bien qu'il ignore comment il pourrait tenir cette promesse. Bastien esquissa un sourire mauvais. « Je l'espère pour toi. Sinon, prépare-toi à tout perdre. » Puis il tourna les serres et disparut dans l'ombre de la nuit tombante. Elias resta debout, immobile, les poings serrés. La colère et le désespoir se disputaient son cœur. Mais une lueur persistait, ténue mais réel espoir. Ce soir-là, assis sur le banc devant sa maison, il leva les yeux vers les montagnes. Une idée folle germa dans son esprit. Peut-être que là-haut, dans les hauteurs que peu d'hommes osaient explorer, se cachait la réponse qu'il cherchait. Avec cette pensée, il prend une décision. Il quitterait Caldrin. Pour sauver ce qu'il aimait, il était prêt à affronter l'inconnu, peu importe les dangers. La lumière de la lune éclairait faiblement son visage. Et, pour la première fois depuis des années, Elias se sentit vivant. « Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Cela soutient notre travail. » Le voyage dans l'obscurité. La nuit où Elias quitta Caldrin. Le village semblait endormi sous un manteau de brume. Seule la lumière vacillante de quelques fenêtres rappelait que la vie continuait pour ceux qui n'étaient pas accablés par la même misère. Anna était venue lui dire au revoir. Son regard rempli d'une tristesse qu'elle ne cherchait pas à cacher. « Tu reviendras, Elias, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en serrant sa main rugueuse dans les siennes. « Je reviendrai, Anna, je te le promets, » répondit-il, sa voix tremblante sous le poids de cette promesse. « Et quand je le ferai, ce ne sera plus comme un homme brisé. » Il lui donna un dernier baiser. Et, sans se retourner, s'engagea sur le chemin qui menait hors du village. Son sac maigrement rempli sur l'épaule. Les premières épreuves. Le voyage vers la ville voisine, Grédal, dure 3 jours. Elias marcha sans relâche, guidé par une détermination farouche. Mais en arrivant dans la ville, il fut aussitôt frappé par un contraste saisissant. Ici, les rues grouillaient de vie, mais aussi de danger. Les marchés débordaient de marchandises. Les cris des marchands se mêlaient à ceux des enfants et des mendiants. Elias ne connaissait personne. Et ne possédait que quelques pièces qu'il gardait précieusement dans une poche cousue à l'intérieur de son manteau. Il tente de trouver du travail, offrant ses services dans les entrepôts et les auberges. Mais ses efforts furent vains. Les visages fermés des citadins lui rappelaient que la ville était aussi cruelle que les montagnes de Caldrin. Un soir, alors qu'il cherchait un abri pour la nuit, 3 hommes surgirent d'une ruelle sombre. Ils avaient l'air affamés et leurs sourires étaient ceux de loups qui avaient trouvé leur proie. « Tu sembles fatigué, voyageur » dit l'un d'eux, un couteau scintillant à la main.
Élias tenta de résister, mais il fut rapidement maîtrisé. Ils fouillèrent son sac, trouvant ses maigres possessions, et découvrirent même les pièces cachées dans son manteau. « Tu es riche, toi » s'exclama l'un des bandits avant de s'enfuir avec le butin, laissant Élias gisant dans la boue. Désespéré et vidé de tout espoir, Élias erra dans les rues jusqu'à ce qu'il atteigne les faubourgs de Grédal. C'est là qu'il a trouvé un campement rudimentaire, où des feux de fortune illuminaient les visages fatigués de vagabonds et d'exilés. La rencontre avec Jonas. Un vieil homme assis près d'un feu attire l'attention d'Élias. Contrairement aux autres sourires, son regard était vif, presque perçant, et un énigmatique flottait sur ses lèvres. « Assieds-toi » dit-il sans lever les yeux, comme s'il avait senti la présence d'Élias avant même de le voir. Trop épuisé pour poser des questions, Élias s'assit près du feu. L'homme se présente, Jonas, un ancien mineur qui avait parcouru des terres lointaines avant de trouver refuge ici. Il écouta l'histoire d'Élias avec une patience silencieuse, hochant la tête de temps à autre. « Tu cherches une solution, mais tu ne sais pas où regarder » déclare-t-il finalement. « Tout ce que je veux, c'est rembourser cette dette et sauver ma maison » répondit Élias. Jonas se pencha en avant, son visage illuminé par les flammes dansantes. « Il existe un endroit, bien au-delà des montagnes noires. Une ancienne mine abandonnée, où l'on dit que les rois d'autrefois cachaient leurs trésors. Mais ce n'est pas un lieu pour les faibles. Beaucoup y ont trouvé la richesse, mais aucun n'en est ressorti essentiellement. » Élias sentait une étincelle d'espoir naître en lui, mêlée à une pointe de crainte. « Tu sais où c'est » Jonas hocha lentement la tête. « Je peux te guider. Mais avant, tu dois me proposer quelque chose. » Le pacte moral. Élias fronça les sourcils. « Une promesse » Jonas planta son regard dans le sien. « Oui. Si tu trouves ce trésor, tu ne l'utiliseras jamais pour bénir ou écraser les autres. Tu ne deviendras pas comme ces hommes qui te volent et te brisent. Ce pacte est sacré, Élias. Si tu le romps, l'or te détruira. » Élias sentit la gravité de ces paroles. Mais il acquiesça. « Je le promets. » Un sourire étira les lèvres de Jonas. « Alors, prépare-toi. Nous partons à l'aube. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, Élias sentit qu'il avait une chance. Il s'endormit près du feu, avec Jonas à ses côtés, sans savoir que ce voyage allait tester bien plus que sa force physique. Il allait tester son âme. L'aube teintait le ciel de nuances rosées lorsqu'Élias et Jonas s'enfoncèrent dans les montagnes noires. Ces terres sauvages étaient enveloppées d'un silence oppressant, interrompu uniquement par le craquement des branches sous leurs pas et le souffle du vent. Chaque pas les éloignait un peu plus de la civilisation, les conduisant vers un territoire où l'homme n'était qu'un intrus. Leur voyage fut semé d'embûches. La première nuit, ils furent attaqués par une meute de loups, attirés par l'odeur de leur maigre repas. Armé d'un bâton et d'un courage désespéré, Élias parvint à éloigner les bêtes. Mais ce n'était que le début. Les sentiers escarpés regorgeaient de dangers, des éboulis imprévisibles, des gouffres dissimulés par la végétation, et même d'autres chercheurs de trésors, avides et prêts à tout pour s'emparer de ce qu'ils pensaient leur revenir de droit. Une nuit, alors qu'ils campaient près d'un cours d'eau, un homme armé les surprit. « Cette montagne est ma propriété » déclare-t-il en pointant son arme vers eux. Jonas, calme malgré la menace, propose de partager leurs dispositions pour éviter un conflit. L'homme, après un long moment de réflexion, accepte à contre-cœur. Élias comprit alors que Jonas possédait une sagesse qui dépassait la simple survie. Il savait désamorcer les situations où la violence semblait inévitable. Enfin, après des semaines d'efforts, ils atteignent leur destination. Une grotte béante s'ouvrait devant eux, sa bouche obscure semblant avaler la lumière. Jonas alluma une torche et guida Élias à l'intérieur. Ce qu'il découvre les laissa sans voix, des murs incrustés de veines dorées scintillaient à la lumière vacillante. Au centre de la salle principale, des coffres éventrés laissaient échapper des pièces d'or et des bijoux ornés de pierres précieuses. Élias sentit son cœur s'emballer. Tout ce qu'il avait rêvé était là, à portée de main. Mais Jonas pose une main ferme sur son épaule. « Prends ce qu'il te faut, Élias. Pas plus. Ce lieu est un piège pour les âmes avides. » Élias acquiesça, conscient de l'importance des paroles de son compagnon. Il remplit un sac de cuir avec juste assez pour rembourser les dettes et reconstruire le village. Mais alors qu'il se préparait à partir, un bruit sourd retenu dans les profondeurs de la grotte. La séparation tragique. Une partie du plafond s'effondra soudainement, et un rocher heurta Jonas de plein fouet, le projetant violemment contre un mur. Élias se précipita vers lui, mais la blessure était mortelle. Jonas, allongé sur le sol froid, esquissa un faible sourire. « Élias » murmura-t-il. « Je savais que ce voyage serait le dernier pour moi. Mais toi, tu dois continuer. Ce trésor peut sauver des vies, mais il peut aussi les détruire. Garde ton cœur pur. Souviens-toi, l'or teste les âmes. » Élias, les larmes aux yeux, appuyé sur la main de Jonas. « Je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. »
Jonas ferma les yeux, son souffle s'éteint comme la flamme d'une bougie. Élias creusa une tombe sommaire à l'entrée de la grotte, marquant l'endroit avec une pierre gravée de mots simples, Jonas, un homme de sagesse et de courage. Retour triomphal. Le retour au village fut empreint de douleur, mais aussi de détermination. Élias traverse les montagnes avec son précieux fardeau, son esprit hanté par les paroles de Jonas. Lorsqu'il arriva enfin à Caldrin, il était méconnaissable, amaigri, couvert de cicatrices, mais avec une lumière nouvelle dans les yeux. La première personne à le voir fut Anna, qui accourut pour l'embrasser, les larmes coulant sur ses joues. « Tu es revenu » murmura-t-elle, incapable de croire à son retour. « Oui, Anna. Et cette fois, tout va changer. » Élias utilise l'or avec sagesse. Il remboursa immédiatement la dette due à Bastian Cran, non sans une lueur de défi dans les yeux. Humilié, Bastian quitta le village, incapable de supporter la perte de son contrôle sur Caldrin. Mais Élias ne s'arrête pas là. Avec le reste de l'or, il reconstruit les maisons délabrées, finance la réparation des puits asséchés, et fit venir des outils modernes pour améliorer les récoltes. Il engagea même des enseignants pour les enfants, ouvrant ainsi la première école de Caldrin. Chaque acte était empreint de la promesse qu'il avait faite à Jonas. L'or ne serait pas une arme, mais un outil pour bâtir un avenir meilleur. À mesure que le village prospérait, Élias devint une figure respectée et admirée. Mais à ses yeux, la plus grande richesse était le sourire d'Anna lorsqu'ils contemplaient ensemble les champs renaissants. Un soir, alors qu'ils se tenaient main dans la main, Élias leva les yeux vers les montagnes. « Tout cela, c'est grâce à lui, » murmura-t-il. Anna comprit qu'il parlait de Jonas. Le village de Caldrin connaît une prospérité sans précédent. Les champs florissaient, les maisons autrefois délabrées brillaient de fraîcheur, et les enfants riaient dans les rues. Mais cette transformation, bien qu'admirable, ne tarda pas à réveiller des ombres dans les cœurs des villageois. La richesse et la générosité d'Élias, qui avait d'abord inspiré l'admiration et la gratitude, devinrent peu à peu une source de jalousie. Certains murmuraient que personne ne pouvait accumuler tant de succès sans une part de noirceur. D'autres se demandaient pourquoi Élias semblait toujours au centre des décisions importantes, comme s'il était devenu une sorte de roi non élu. Et dans les ténèbres de ces murmures, une figure réapparut, Bastian Cran. L'ancien usurier, humilié par ça, avait trouvé refuge dans une ville voisine. Là, il ruminait sa vengeance, déterminé à détruire l'homme qui l'avait évincé. En apprenant que certains villageois commençaient à douter d'Élias, il vit une opportunité. Bastian retourna discrètement à Caldrin, se glissant dans les ruelles sombres pour semer le doute. « Vous voyez comme il dépense l'or ? Pensez-vous qu'il le fait pour vous ? Ou pour asseoir son pouvoir ?» susurrait-il à ceux qui l'écoutaient. La vanité d'Élias. Pendant ce temps, Élias, inconscient des rumeurs grandioses, se laissait emporter par son succès. Il avait toujours rêvé d'un Caldrin où les habitants vivraient dans le confort et la dignité. Mais son rêve évolue, prenant une tournure plus personnelle. Il investit dans des projets de plus en plus extravagants, un marché couvert flambant neuf, une tour d'observation au sommet de la colline pour surveiller les récoltes, et même une fontaine en haut au centre du village, symbole de leur nouvelle prospérité. Anna, bien que fière de son mari, voyait avec inquiétude ce changement. « Élias, dit-elle un soir, alors qu'ils admiraient la tour en construction. Ne crois-tu pas qu'il serait plus sage de garder un peu d'or de côté ? Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. » Élias, ébloui par sa réussite, haussa les épaules. « Nous avons surmonté le pire, Anna. Maintenant, il est temps de vivre. » Mais à mesure que ses ambitions grandissaient, les premières fissures apparaissaient. Certains projets, mal calculés, coûtèrent plus que prévu, forçant Élias à puiser dans les réserves d'or restantes. La trahison de Simon. Dans cette période de bouleversement, Élias s'était entouré de nouveaux associés pour gérer ses entreprises. L'un d'eux, Simon, un homme d'apparence affable, avait gagné sa confiance en partageant ses visions de grandeur pour Caldrin. Mais derrière son sourire se cachait une avidité insatiable. Simon propose à Élias d'investir dans une entreprise qui construirait des routes pour connecter Caldrin aux villages voisins. Avec ces routes, Caldrin deviendra un centre de commerce. Votre nom sera gravé dans l'histoire, Élias, lui avait-il assuré. Séduit par cette idée, Élias donna son accord et investit une grande partie de ses fonds restants. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Simon avait secrètement détourné une grande partie de l'argent, laissant le projet inachevé. Lorsque la vérité éclata, les conséquences furent catastrophiques. Plusieurs entreprises locales qui avaient soutenu le projet se retrouvèrent en faillite. Les villageois, furieux, accusèrent Élias d'avoir ruiné leurs moyens de subsistance. Les rumeurs alimentées par Bastian prirent alors une tournure encore plus virulente. « Je vous l'avais dit », clame Bastian dans les tavernes. « Élias Derviche n'est qu'un homme avide, tout comme les autres. Il se moque de vous ?» L'effondrement. Élias, accablé par la trahison de Simon et la colère des villageois, se retrouva isolé.
Les regards autrefois pleins de gratitude étaient désormais remplis de méfiance, voire de haine. Il se retire dans sa maison, entraînant les rues et les marchés, laissant Anna gérer seule les interactions avec le village. Une nuit, alors qu'il contemplait la fontaine dorée au centre du village, il entendit les paroles de Jonah résonner dans son esprit, « Leur teste les âmes. Garde ton cœur pur. » Elias sentit une lourdeur peser sur lui, plus grande que la perte de son or. Il avait trahi sa propre promesse, celle faite à Jonah et à lui-même. L'or n'avait pas seulement testé son âme, il l'avait détourné de ce qui comptait réellement. Ruiné, accablé par la honte et le mépris des villageois, Elias quitta Caldrin une nuit sans lune, laissant derrière lui le bruit des accusations et des murmures. Il gravit à nouveau les sentiers escarpés des montagnes noires, là où son voyage avait commencé. Fatigué et désespéré, il espérait trouver un sens à sa chute dans ces hauteurs silencieuses. La grotte où il avait découvert le trésor semblait maintenant différente, sombre et oppressante. Elias s'y enfonça avec une torche vacillante, ses pas résonnant sur la pierre froide. Alors qu'il s'approche du tombeau improvisé de Jonah, il remarque une petite boîte en bois dissimulée sous un amas de pierres. Intrigué, il la souleva et découvrit une lettre soigneusement pliée. Le papier jaune portait l'écriture familiale et ferme de Jonah. « Elias, si tu lis ces mots, c'est que tu es revenu ici, sans doute guidé par une douleur plus grande que celle que tu avais en quittant le village. Je savais que ce trésor porterait autant de poids que de promesses. Mais souviens-toi toujours, le véritable trésor n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu offres. Une âme généreuse est plus riche que la plus grande des fortunes. Ne laisse pas leur briser ton cœur, Elias. Transformez-le en lumière pour ceux qui en ont besoin. » Elias lut et relut la lettre, les larmes brouillant sa vision. Les mots de Jonah percèrent son désespoir, remplaçant sa culpabilité par une détermination nouvelle. Le dernier geste de générosité. Elias se souvint d'un petit sac de cuir qu'il avait enterré près de la grotte, contenant les dernières pièces d'or qu'il n'avait pas utilisées. Avec ces maigres ressources, il décide de retourner à Caldrin, non pour se justifier, mais pour réparer les torts qu'il avait causés. À son retour, il fut accueilli par des regards glacés et des murmures méfiants. Les villageois n'avaient pas oublié ses erreurs. Mais Elias ne chercha pas à se défendre. Il réunit les anciens du village et déclare d'une voix ferme. « J'ai échoué, et mes erreurs ont coûté cher à notre communauté. Mais j'ai encore de quoi nous offrir un avenir. Avec ce qu'il me reste, je financerai une école pour nos enfants, un dispensaire pour nos malades, et des projets communautaires pour assurer la prospérité de Caldrin. » Malgré les doutes, Elias commença à travailler. Avec Anna à ses côtés, il supervise la construction de l'école, fit venir un médecin itinérant pour installer le dispensaire, et engagea les villageois eux-mêmes pour creuser des canaux d'irrigation. Ce travail collectif ranima une étincelle d'espoir parmi les habitants. Petit à petit, les regards de méfiance cédèrent la place à des sourires hésitants, puis sincères. Réconciliation et paix. Un matin, alors qu'Elias réparait une clôture près de l'école en construction, un vieil homme s'approchait. C'était Marco, un agriculteur qui avait perdu ses terres à cause des erreurs d'Elias. Sans un mot, Marco pose une miche de pain sur la table. « Nous avons tous fait des erreurs, Elias, » dit-il simplement avant de repartir. Ce geste marque le début d'un changement profond. Les villageois, voyant la sincérité et le dévouement d'Elias, commencèrent à l'accepter à nouveau. Ils comprirent qu'il n'était pas parfait, mais qu'il était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour leur offrir un avenir. Avec le temps, Caldrin est devenu un village prospère, non pas grâce à la richesse, mais grâce à la solidarité et à la sagesse durablement acquise. Elias et Anna ont vécu modestement dans une petite maison, heureux de voir les enfants courir vers l'école qu'ils avaient construite, et les familles se rassembler autour des projets qu'ils avaient initiés. Un soir, alors qu'ils contemplaient le coucher de soleil depuis leur porche, Elias prit la main d'Anna. « Tout cela, c'est grâce à Jonah, » murmura-t-il. « Et à toi, Anna. Sans toi, je me serais perdu pour toujours. » Anna sourit. « Tu as trouvé le véritable trésor, Elias. Et ce n'est pas l'or. » Le village de Caldrin prospéra sous le signe de l'entraide et de la sagesse, et le nom d'Elias Derviche fut inscrit non pas sur des monuments d'or, mais dans les cœurs de ceux qui l'avaient touché. L'héritage d'Elias. Des décennies s'étaient écoulées depuis qu'Elias Derviche avait transformé le village de Caldrin. Le temps avait adouci les souvenirs, mais son histoire continuait de vivre dans les récits partagés autour des feux de cheminée et dans les murmures des anciens aux jeunes générations. Dans une petite école, bâtie de pierres solides et de souvenirs, un jeune garçon aux cheveux ébouriffés, nommé Arin, parcourait un livre poussiéreux. Il s'agissait d'une biographie consacrée à Elias, rédigée par l'un des anciens du village. Le garçon, fasciné, lisait à voix haute pour ses camarades. Elias Derviche, l'homme qui a trouvé un trésor et compris que sa véritable valeur résidait dans ce qu'il pouvait offrir aux autres. Les enfants, captivés, imaginèrent l'homme dont on parlait. Un héros imparfait, tombé, relevé,
et finalement transformé par ses épreuves. Un murmure d'espoir. Arin, inspiré par ce qu'il venait de lire, ferma le livre avec délicatesse et se tourna vers son maître, un vieil homme au regard bienveillant. « Maître Olin, demanda le garçon, est-ce que tout le monde peut devenir comme Elias ?» Olin, qui avait connu Elias dans ses derniers jours, sourit doucement. « Bien sûr, Arin. Ce n'est pas l'or ou les richesses qui concernent un homme, mais ce qu'il laisse derrière lui. Elias nous apprend que la véritable richesse vient du cœur, de ce que tu offres pour améliorer la vie des autres. » Arin, pensif, murmura à lui-même. « Un homme riche n'est pas celui qui possède, mais celui qui donne. » Un héritage éternel. Alors que le soleil se couchait sur Caldrin, illuminant les champs dorés et les toits des maisons, l'image d'Elias semblait présente partout. Dans l'école où les enfants apprenaient à rêver, dans le dispensaire où les malades étaient soignés, et dans les cœurs des villageois qui se souvenaient de ses sacrifices. Anna, désormais une femme âgée, regardait depuis sa fenêtre la nouvelle génération s'épanouir. Elle se souvenait des mots qu'Elias lui avait dit un soir. « Ce que nous avons construit, Anna, ce n'est pas un village. C'est une promesse. Une promesse que le monde peut toujours être meilleur si nous choisissons de donner plutôt que de prendre. » Les échos de cette promesse continuaient de résonner, portés par le vent qui soufflait à travers les montagnes noires, là où tout avait commencé. Cette fin met en valeur l'impact durable d'Elias sur son village et les générations futures, transformant son histoire en une leçon intemporelle sur la richesse véritable. Si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner à la chaîne.